Imaginez un monde où en 1994, soit il y a plus de 30 ans en arrière, au Tokyo Dome, des fans faisaient la queue non pas pour assister à un concert ou un spectacle, mais pour assister à un show de catch 100% féminin. Ce soir-là, 32 500 fans, certaines sources avancent même 42 000, remplissent le Tokyo Dome pour assister à ce que l'All Japan Women's Wrestling appelait la grande guerre des super femmes au Dome. Au cœur de tout ça, un seul tournoi en une seule nuit, entre 8 femmes en 3 rounds, pour un titre non officiel, la meilleure catcheuse du monde. C'est l'histoire du V-Top Tournament. Mais bon, pour comprendre tout ça, un peu de contexte. Alors, l'All Japan Women's Pro Wrestling était pendant des décennies la seule promotion de catch féminin japonais qui comptait vraiment. Elle produisait ses propres stars, les formait dans un dojo ultra rigoureux, les propulsait vers la gloire, mais les forçait à prendre leur retraite à 26 ans. Ouais, la règle des 26 ans, l'All Japan Women's Pro Wrestling avait une politique interne qui obligeait ses lutteuses à raccrocher les bottes à la mi-vingtaine. L'idée en fait c'était que son public était des jeunes adolescentes et avec des championnes trop vieilles, ça briserait totalement l'identification et le public n'était plus la cible principale. Cette règle a notamment tué des carrières à leur apogée, mais elle a aussi du coup forcé un renouvellement constant qui, dans les années 1980, a attiré dans le dojo des jeunes femmes qui allaient littéralement redéfinir le catch mondial. Je pense à Akira Okuto, je pense à Aja Kong, je pense à Manami Toyota, Kyoko Inoue ou encore Yumiko Ota. Ces jeunes femmes qui sont maintenant connues comme les plus importantes, les plus grandes et les meilleures lutteuses de tous les temps, sont toutes passées par la même machine. Mais bon, milieu des années 1980, tout change puisque le 17 août 1986, Jaki Sato et Nancy Kumi, du coup deux anciennes stars de la JW, fondent la Japan Women's Pro Wrestling, la JWP, et pour la première fois, la JW a une concurrente crédible. Début des années 90, le mouvement s'emballe totalement, la LLPW et une nouvelle version de la JWP voit le jour en 1992 et le Joshi Puroresu éclate en plusieurs promotions rivales, chacune avec ses propres stars, ses propres titres et véritablement sa propre identité. Et là, quelque chose que je trouve incroyable se produit, puisqu'au lieu de se faire une guerre, plutôt qu'être vraiment rivales, elles vont travailler ensemble. Et là, une ère sans précédent de coopération interpromotionnelle commence, et ce qui donne lieu à des shows croisés qui font exploser littéralement toutes les frontières. On ne sait plus où donner de la tête. Le Japan Women's Pro Wrestling contre la JWP contre la LLPW, des matchs qui n'auraient jamais dû voir le jour se produisent, et certains des meilleurs moments de l'histoire du catch, toutes catégories confondues, se produisent. Forcément, le symbole ultime de cette ère, c'est vraiment le Akira Okuto contre Shinobu Kandori à Dream Slam 1 du côté de l'All Japan Women's Wrestling. Littéralement, c'est 30 minutes de guerre totale. Il y a du sang, il y a de la vraie douleur. Une foule de 16 500 personnes vraiment qui est à fond dans le match. Un match vraiment que les journalistes spécialisés placent encore parmi l'un des 10 meilleurs matchs de l'histoire du catch mondial. Franchement, le match est exceptionnel. Allez voir l'avis des journalistes, même si je sais qu'il y en a qui prennent pas forcément ça en compte. Le match est juste extraordinaire. Il est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Franchement, Akira Okuto et Kandori, ce qu'elles ont envoyé ce soir-là pendant 30 minutes, c'est lunaire. Allez voir Dream Slam 1 si vous pouvez. Je crois que le show est dispo en entier sur YouTube. C'est sincèrement exceptionnel. Franchement, allez voir le match. Bref, on est en 1994. La JW fête ses 25 ans d'existence. Et pour marquer le coup, la direction prend une décision totalement folle, organiser un show au Tokyo Dome. Pas dans une salle, hein, pas dans un Budokan, pas dans un Korakuen, littéralement le Tokyo Dome, la plus grande salle couverte du Japon. L'événement, baptisé Big Egg Wrestling Universe, rassemble des lutteuses de la GAEA, de la JWP, de la LLPW, mais aussi de la FNW et de la Michinoku, pro du coup côté masculin, et de la WWF, du coup, oui, la WWE, du coup, comme vous la connaissez, et c'est littéralement une réunion de famille du catch féminin japonais, comme il n'en avait jamais existé auparavant, et je veux vraiment insister sur le fait que ce soit au Tokyo Dome, les gars. Je crois qu'on réalise pas, là il y a 32 500 ou 42 000 selon certaines sources, fans présents en 1994 pour un show 100% féminin. Sincèrement, je sais pas si on se rend compte. Franchement, je pense qu'on se rend pas compte même New Japan, même New Japan ou la Noah qui ont déjà organisé des shows au Tokyo Dome récemment, n'arrivent pas à faire ces stats hors gros événements. J'inclus pas Keiji Muto ou Tanahashi là, ces dernières années, mais prenez les stats des Wrestle Kingdom des dernières années.
Les gars, 32 500, 42 000, c'est exceptionnel pour 94. Franchement, je trouve qu'on s'en rend pas compte. Et pour appuyer un peu tout ça, en termes de business, l'événement, il a littéralement généré 4 millions de dollars de recettes grâce à la billetterie et 1,5 million de ventes de merchandising pour du catch féminin en 94 au Tokyo Dome. Je crois sincèrement que les gars, franchement, on réalise pas. Et franchement, juste respect. Franchement, juste respect parce que franchement, ce qui s'est passé ce soir-là à Tokyo, c'est un gros game changer, je trouve, pour le catch féminin sûr, mais pour le catch en général. Mais bon, la pièce maîtresse de la soirée, la raison pour laquelle les fans se lèvent à l'aube pour faire la queue, c'est le V-Top Women Tournament. Alors là, on part juste sur 8 des meilleures lutteuses du Japon, toutes promotions confondues, une bourse de 15 millions de yens et le titre non officiel de meilleure catcheuse au monde pour la vainqueur. Et il y a une seule nuit pour décider tout ça, mais ce qui rend le tournoi vraiment inoubliable et hypant à mort, c'est la promesse qu'une femme a faite avant même que le tournoi ne commence. Akira Hokuto, la Dangerous Queen, la star la plus charismatique de l'All Japan Women's Pro Wrestling, connue maintenant pour être l'une des plus grandes lutteuses de l'histoire, toute catégorie confondue, tout sexe confondu, c'est juste l'une des plus grandes, importantes et meilleures lutteuses de tous les temps. Elle annonce publiquement qu'elle prendra sa retraite lors de ce show. Elle a 27 ans, elle est blessée depuis des années, elle est brisée. Elle a passé sa carrière à se casser, à se recoudre, à revenir. Mais ce soir, c'est la fin. Enfin, oui et non, enfin peut-être, puisqu'elle ajoute une condition. Si elle gagne le tournoi, elle va peut-être revenir sur sa décision et la reconsidérer. Du coup, ce tournoi, il se transforme en plus qu'un tournoi, puisque c'est potentiellement les adieux d'une légende, les adieux de la plus grande star que le Japon n'ait jamais connue depuis des années. Du coup, parmi les participantes, on a du coup forcément Akira Hokuto, la lutteuse la plus charismatique et la plus respectée de toute la promotion, une vétérante de presque 10 ans de carrière qui a survécu à une fracture du cou, plusieurs blessures au genou et des dizaines de guerres interpromotionnelles. Alors, Akira Hokuto, c'est la star, mais elle n'est pas championne. Elle n'est pas championne, du coup, le titre WWE, du coup, la ceinture la plus prestigieuse du catch japonais, lui a échappé pendant des années et pendant toute sa carrière. Et du coup, elle entre dans le tournoi avec cette promesse publique de retraite si elle gagne pas. Et à 27 ans, du coup, elle est techniquement déjà au-delà de la règle des 26 ans de l'All Japan Women's Wrestling. C'est son dernier grand soir, ou peut-être pas, mais c'est la star absolue, sans titre en solo, et avec sa promesse de retraite sur la table. Et la championne, justement, Aja Kong, entre dans le tournoi en tant que championne, le titre le plus prestigieux du catch féminin du coup mondial qu'elle détient depuis novembre 1992, soit près de 2 ans de règne très dominant. Son règne il est marqué par des défenses contre Kanzai. Bref, c'est littéralement la lutteuse la plus redoutée du Japon et la grande favorite logique du tournoi. Elle est championne, physiquement dévastatrice, elle est littéralement au sommet de son art. Et si quelqu'un doit gagner ce tournoi sur le papier, c'est littéralement elle. La troisième participante du tournoi est nulle autre que Manami Toyota. Et pour ceux qui connaissent Manami Toyota, que ce soit de nom juste ou alors toute la carrière et la lutteuse en général, vous savez qu'elle est considérée par beaucoup et à juste titre comme la meilleure lutteuse de tous les temps. Manami Toyota, elle intègre le tournoi avec un statut hyper intéressant, je trouve. En fait, elle participe au tournoi sans avoir jamais tenu le titre WWA. En solo, elle a détenu l'All Japan Women's Championship en 89 et l'All Pacific Championship, ainsi que le titre par équipe avec Toshio Yamada. Mais la grande ceinture lui a toujours échappé et c'est justement ce qui rend sa position dans le tournoi hyper intéressante. Au moment du Big Egg, en fait, Toyota et AJ Kong s'étaient déjà affrontés des dizaines de fois en tag, mais en solo, Manami Toyota a jamais réussi à battre Aja Kong. Il y a eu 2 affrontements entre les deux, un time limit draw et une autre fois où Aja Kong a pris le dessus sur Manami Toyota et la rivalité avec Kong, elle va s'intensifier. Et le statut de meilleure lutteuse technique pour Toyota, mais qui a besoin de cette grosse victoire au tournoi pour confirmer et encore plus prouver. La quatrième participante se nomme Kyoko Inoue et elle rentre au tournoi en étant l'une des lutteuses les plus populaires de l'All Japan. Franchement, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit pour les fans, elle est hyper populaire et adorée du public. Elle est explosive, elle est créative, elle a une vraie personnalité qui communique bien avec la foule. Et par contre, elle est dans cette phase un peu frustrante de sa carrière où ses matchs sont incroyables. Elle livre des fois des matchs inoubliables, mais perd face aux grosses têtes. Il y a notamment cette série de matchs exceptionnelle avec Manami Toyota. Du coup, elle entre un peu comme une outsider sympathique côté All Japan. Celle dont tout le monde veut la victoire, mais dont personne n'y croit vraiment. Le public est à fond derrière elle. On se dit,
elle peut le faire, mais on sait au fond que ça arrivera pas. Mais en tout cas, elle a le public derrière elle pour aller au bout. Et c'est vraiment une lutteuse que moi j'adore regarder. Comme je l'ai dit, son style est hyper explosif, hyper créatif. J'adore, franchement, j'adore Kyoko Inoue, moi personnellement. Donc franchement, sa présence au tournoi, le public est à fond derrière elle et elle a les armes en tout cas. Il manque juste ce petit truc pour qu'elle aille au bout. La cinquième participante, c'est Dynamite Kansai, l'ace incontestée de la JPW. La JPW, comme je l'explique avant, une compagnie exceptionnelle. Franchement, la JPW, c'est une compagnie exceptionnelle. Bref, Kansai est championne depuis 650 jours, entre 92 et 94. En fait, c'est littéralement la représentante la plus crédible parmi toutes les outsiders du tournoi. C'est une vraie championne en titre dans sa promotion. Elle a un petit passif avec la championne de l'All Japan, avec Aja Kong. Elle s'était déjà affrontée 2 fois dans l'année. Aja Kong gagnant la première fois sur un show All Japan en conservant son titre WWA. Et en la battant une deuxième fois lors d'un show JPW. Et donc on peut espérer une troisième rencontre au Dôme et c'est un peu attendu comme une évidence, mais voilà. Dynamite Kansai, littéralement la lutteuse la plus crédible, du coup, comme dit, parmi toutes ces lutteuses étrangères à l'All Japan. Et franchement, c'est une lutteuse hyper solide, l'une des plus grandes de tous les temps. Donc voilà, bien content qu'elle soit dans le tournoi, c'est une valeur sûre. Donc voilà, on va voir contre qui elle va tomber au premier tour, mais courage à celle qui va tomber face à elle. La sixième participante se nomme Yumiko Ota, une vétérante qui est présente chez All Japan depuis quasi 10 ans à l'heure où le tournoi a lieu, donc en 94. Je crois qu'elle doit commencer en 85 ou 86, quelque chose comme ça. C'est pas la plus charismatique, c'est pas la plus technique, mais c'est potentiellement littéralement la plus dangereuse de toutes. Sincèrement, les kicks que Ota envoie, c'est juste du jamais vu. Voilà, c'est juste du jamais vu. On dirait vraiment, elle veut littéralement tuer l'adversaire en fait avec ce qui voilà, c'est ça, faut juste dire ça. Elle avait challengé Aja Kong au début de l'année 94 pour son titre. Le match est juste exceptionnel, voilà, le match est juste exceptionnel, allez le voir. Je vais essayer de vous envoyer tous les liens dans la description, mais le match est exceptionnel. Elle avait pas réussi à battre la championne et elle rentre dans le tournoi avec pas vraiment le statut de favorite. En plus, elle a pas de rivalité importante en entamant le tournoi. Donc bon, personne s'attend à une victoire, mais on peut peut-être espérer quand même une petite surprise. Mais bon, personne n'y croit trop, mais c'est peut-être l'une des plus dangereuses de toutes. L'avant-dernière participante de ce tournoi, c'est Eagle Sawai, qui rentre comme la numéro 2 de la LLPW. Comme j'avais expliqué un peu avant, LLPW fondée en 92 par Rumi Kazama et Shinobu Kandori. Alors, la LLPW n'envoie pas sa plus grosse star. Sa plus grosse star, c'est son ace, qui est du coup Shinobu Kandori. Il ne l'envoie pas, à mon avis, enfin ça ressemble clairement à un refus de faire jobber sa championne dans un tournoi organisé par l'All Japan. On verra un peu plus tard, on reparlera un peu de ça. Mais concernant Eagle Sawai, elle avait participé à la finale du tout premier tournoi pour le titre LLPW en août 93. Elle avait retrouvé Shinobu Kandori en finale. Elle avait perdu Kandori qui a été devenue la première championne LLPW. Mais voilà, Eagle Sawai, elle rentre en tant que numéro 2 et remplaçante de Kandori pour la LLPW. C'est une lutteuse crédible, mais on va pas se mentir, hein. Elle gagnera pas, elle est pas assez crédible, c'est pas la favorite, c'est clairement pas la favorite. Mais voilà, ça reste une lutteuse assez sympa à voir. Elle remplace Kandori, donc on va voir ce que ça peut donner dans le tournoi. Et concernant la dernière participante du tournoi, c'est tout simplement Combat Toyoda. Alors là, c'est hyper intéressant parce que Toyoda, elle vient d'un univers hyper différent des autres lutteuses. Alors, comme la LLPW, en fait, Toyoda, elle vient de la FMW et la FMW n'envoie pas sa plus grosse star. Sa plus grosse star, c'est Megumi Kudo et ils envoient Toyoda, la numéro 2, pour représenter la promotion, du coup, un peu comme la LLPW, hein, sans mettre en danger le statut de leur race, de leur championne, de leur plus grosse star. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi elle vient d'un univers différent? Parce que la FMW, c'est beaucoup focus sur le hardcore, et notamment les barbed wire deathmatch, où les cordes sont remplacées par des barbelés, il y a des mines qui explosent autour du ring, c'est le gros bordel. C'est des matchs très hardcore, moi j'adore. Perso, je kiffe beaucoup le hardcore, les deathmatch comme ça. Et Toyoda intègre donc le tournoi en tant que deuxième star de la FMW, venu d'un autre monde un peu, mais qui veut totalement créer la surprise et remporter le tournoi. Et maintenant, on va pouvoir passer au premier match, enfin au match-up, entre guillemets, du premier round. Et ça va tirer Yumiko Ota contre Combat Toyoda.
Alors, il n'y a pas d'histoire entre les deux pour les coups. Ces deux femmes se sont quasiment jamais croisées avant cette nuit-là. Ota, elle passe toute sa carrière à l'All Japan. Toyoda dans un univers totalement différent, comme je l'ai dit avant, à la FMW. C'est une première rencontre entre deux mondes qui n'auraient normalement jamais dû se toucher. Et c'est grâce à ce tournoi que ça va être possible. C'est pour ça que c'est trop stylé, c'est trop intéressant de voir deux mondes se rencontrer comme ça. Et c'est, comme dit, exactement ce que le tournoi interpromotionnel était censé produire. Par contre, là, on parle quand même de deux profils assez similaires. C'est littéralement deux brutes, deux femmes dont le style repose sur la douleur et la violence. Et le match promet déjà d'être génial. Ota fait donc son entrée, Toyoda également, et le match peut commencer. Ota tente quelques coups de pied, les deux se cherchent. Un duel de puissance s'installe et c'est Toyoda qui va prendre le dessus et envoyer Ota dans les cordes, puis dans le coin avant de l'écraser. Toyoda va tenter une powerbomb, mais Ota se dégage, envoie un monstrueux coup de pied au visage de Toyoda qui s'écroule littéralement. On n'est même pas à 2 minutes, même pas à 1 minute de match, ça envoie un coup de pied au visage comme ça. C'est du grand n'importe quoi. Les deux vont à nouveau se chercher. Toyoda projette Ota dans les cordes avant de la faire tomber au sol, puis d'envoyer une souplex arrière sur Ota, puis de la dominer pendant quelques temps au sol, avant qu'Ota revienne avec un monstrueux coup de pied encore une fois sur Toyoda. Ota va enchaîner quelques kicks et des coups de poing, Toyoda va tenter de répondre, les deux s'échangent des coups d'avant-bras, Ota gifle Toyoda dans une séquence fabuleuse sous une foule totalement conquise. Ota amène Toyoda dans les cordes, l'arbitre est obligé d'intervenir, Ota envoie des coups de pied mais Toyoda ne sent rien, Toyoda envoie un dropkick mais Ota ne sent rien, elle ne bouge même pas et envoie des coups de pied de malade mentaux, Toyoda obligé de se projeter et de se replier dans les cordes. On voit bien le passif en arts martiaux et en MMA d'Ota ici parce que c'est juste n'importe quoi ce qu'elle envoie à Toyoda en même pas 10 minutes. C'est juste du jamais vu. Toyoda crache sur Ota puis la bloque dans un headlock et la maîtrise au milieu du ring pendant quelques minutes, travaille la jambe de son adversaire et la domine pendant déjà de longues minutes maintenant, mais Ota parvient à attraper les cordes. Toyoda va s'acharner sur Ota à coups de pied, mais Ota parvient à retenir et c'est elle qui va commencer à en envoyer. Et autant vous dire que Toyoda est pas dans la meilleure des positions au vu de ce qu'elle a subi de la part de Ota et ce qu'elle subit encore avec ses coups de pied qui sont juste beaucoup trop choquants. Ota va envoyer Toyoda dans le coin du ring, envoyer un sidekick, monter sur la deuxième corde et envoie des coups de pied sur Toyoda. Mais cette dernière lui attrape la jambe et va encore la bloquer dans une soumission en plein milieu du ring et la dominer pendant de longues minutes avant qu'Ota attrape les cordes une nouvelle fois. Tiger fort de Toyoda sur Ota en plein centre du ring, les deux s'insultent, Ota crache sur Toyoda, mais les deux vont rouler et l'arbitre va casser la prise. Toyoda envoie Ota dans le coin, cette dernière contre, mais Toyoda aussi, et Toyoda envoie un terrible lariat sur Ota, va tenter une powerbomb, mais Ota tente de résister, va réussir à contrer Toyoda et lui envoyer encore un monstrueux coup de pied, puis un nouveau sidekick dans le coin du ring, mais Toyoda va se dégager, envoyer un power slam sur Ota, elle monte sur la troisième corde, repousse Ota qui tente de la rejoindre, mais cette dernière va faire chuter Toyoda. Toyoda est donc suspendu depuis la troisième corde et Ota va en profiter pour envoyer des coups de pied sur Toyoda et faire chuter Toyoda à l'extérieur. Ota va envoyer Toyoda sur une table à l'extérieur, mais cette dernière parvient à revenir sur le ring, des coups de genoux comme on n'en a jamais vu de la part d'Ota sur Toyoda. C'est juste une malade mentale. Ota monte sur la troisième corde, mais Toyoda esquive, tente une powerbomb, mais Ota contre, mais Toyoda va contrer Ota avec un power slam pour le compte de 2. Powerbomb de Toyoda sur Ota, compte de 2, en place une deuxième, compte de 2 encore sur une foule choquée. Toyoda monte sur la troisième corde, envoie un splash sur Ota, mais encore un compte de 2. Toyoda envoie une lariat sur Ota, mais Ota va contrer Toyoda avec un magnifique Tiger Driver pour le compte de 2. Le match est complètement dingue. Deuxième Tiger Driver pour un compte de 2 encore. Ota en cherche un troisième, mais Toyoda va contrer avec un tombé pour le compte de 2. Ota monte Toyoda sur la troisième corde, cherche une souplex, mais Toyoda la dégage et va envoyer un diving elbow pour le compte de 2. Toyoda envoie un magnifique combat driver pour le compte de 2 encore. Toyoda monte sur la deuxième corde, mais Ota la rattrape et va envoyer une monstrueuse souplex depuis la troisième corde, mais Toyoda kick out. Ota remonte sur la troisième corde et va envoyer un terrible sidekick et des coups de pied à la tête de Toyoda qui se relève à 9. Ota va s'acharner littéralement sur Toyoda, mais alors qu'Ota était occupé avec l'arbitre qui tentait de la retenir, Toyoda va revenir avec une monstrueuse German suplex. 1, 2 et 3. Je trouve le match exceptionnel. Ota est une grande malade mentale. Toyoda, ce qu'elle subit pendant le match, c'est n'importe quoi. J'adore la brutalité du match, c'est trop bien. Et je pensais qu'Ota allait gagner, mais non, Toyoda la rattrape.
Ota était totalement furieuse et complètement imprudente sur la fin du match. Et la fin est hyper bien amenée, hyper logique pour le coup. Franchement, c'était incroyable. Le rythme, il s'est accéléré d'une façon magistrale. La fin était trop bien. Et franchement, le match est incroyable pour commencer ce tournoi. Franchement, Toyoda s'en sort alors qu'elle se fait littéralement presque déchirer à coups de pied pendant bien trois quarts du match. Franchement, c'était trop bien. La foule était à fond. La foule était à fond dans le match. C'était trop agréable. Et voilà, Toyoda sort Yumiko Ota du tournoi. Et on va pouvoir passer au deuxième match du premier round. Le deuxième quart de finale, comme on peut l'appeler, de ce tournoi voit Akira Hokuto contre Eagle Sawai. Et ici, il y a une histoire hyper intéressante entre les deux, parce qu'en fait, leur histoire, elle passe par une troisième femme qui est Shinobu Kandori. En fait, le 24 janvier 1993, lors d'un show interpromotionnel, Akira Hokuto, Etsuko Mita et Mima Shimoda battent le trio de la LLPW composé d'Eagle Sawai, Harley Saito et Miki Handa. Et après la victoire, en fait, ce qu'elle fait, Akira Hokuto, elle montre un peu de respect pour les lutteuses de la LLPW, Eagle Sawai inclus du coup, et attrape un micro pour appeler Kandori qui regarde depuis le bord du ring. Kandori tente de monter sur le ring, mais elle est retenue par des officiels. Autrement dit, en gros, Eagle Sawai, elle est présente le jour où Hokuto déclare un peu la guerre à toute la LLPW. Elle est là, elle encaisse le manque de respect et elle voit Hokuto cracher sur sa promotion et elle peut rien faire. Lors de Dream Slam 1, du coup, Akira Hokuto bat Shinobu Kandori dans un match de malade mental. Vraiment, c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire du catch, je parle très très sérieux. Tandis qu'Eagle Sawai, elle fait équipe avec Harley Saito contre Aja Kong et Bunakano. Bon, elles vont perdre, mais Sawai brille et elle est vraiment construite hyper crédible et forte pendant le match. Et lors de Dream Slam 2, quelques jours plus tard, Akira Hokuto et Aja Kong font équipe contre Kandori et Sawai. Le match tourne rapidement autour de Hokuto et Kandori qui se cherchent à travers quelques séquences, quelques occasions. Et ça laisse un peu Sawai dans un rôle ingrat. C'est une très bonne lutteuse, un peu coincée dans un ring avec trois des meilleurs de tous les temps. Kong la cible en particulier et la domine physiquement sans trop de difficultés. Mais Sawai, comme dit, elle est un peu dans ce rôle ingrat. Et on va voir que ça va être son destin ici, dans cette ère vraiment interpromotionnelle. Toujours dans les grands matchs, jamais vraiment le sujet vraiment principal. Présente quand ça compte, mais dans le rôle un peu de soutien. Et du coup, au moment du tournoi, Akira Hokuto arrive avec sa promesse de retraite sur la table. Enfin, sa double promesse parce que si elle perd, elle prend sa retraite. Mais si elle gagne le tournoi, elle nous fait croire que c'est peut-être pas la fin, donc voilà. Et du coup, elle a le poids de toute une carrière sur ses épaules. Et Sawai arrive du coup comme la représentante d'une LLPW qui protège du coup sa vraie ace Kandori et envoie sa numéro 2 à la place. Les deux font leur entrée, les présentations sont faites et la cloche peut sonner. Long face-off entre les deux, Sawai gifle le couteau et l'amène directement au sol. Et on voit directement une monstrueuse Thunderfire Powerbomb pour le compte de 2. Le match démarre hyper bien. Même pas 30 secondes de match, c'est hyper intense. Sawai se projette dans les cordes et renvoie au couteau au sol. Puis une deuxième fois et va amener la Dangerous Queen à plusieurs reprises au sol avant de la sortir du ring. Akira Hokuto va parvenir à remonter sur le ring après quelques secondes. Va tenter de contrer Sawai qui, elle, va la contrer. Et envoyer... Alors je sais pas si c'est une lariat ou juste un plaquage, mais en tout cas... Elle envoie au couteau au sol pour le compte de 2. Sawai envoie au couteau dans le coin, mais cette dernière monte sur la corde, mais est accueillie par un coup de poing de Sawai. Les deux se retrouvent sur la troisième corde et Sawai va faire chuter au couteau de la troisième corde, mais le tombé n'est toujours pas concluant. Sawai va envoyer un headbutt à Hokuto et la dominer pendant quelques minutes, mais Hokuto va parvenir à attraper les cordes. Backbreaker de Sawai sur Hokuto, suivi d'un power slam pour le compte de 2, mais Sawai continue sa domination sur Hokuto, qui elle n'a pas réussi à prendre une seule fois l'ascendant sur son adversaire. Power slam de Sawai encore une fois, elle monte sur la troisième corde, tente un splash mais Hokuto va parvenir à l'éviter et sous une grosse pop, elle va envoyer un spinning kick et amener tout doucement un retour dans le match. Deuxième spinning kick de la Dangerous Queen sur Sawai qui tombe à l'extérieur. Alors Hokuto va monter sur la troisième corde et se jeter, va envoyer un monstrueux dive sur la lutteuse de la LLPW. Sawai réussit à revenir sur le ring mais Hokuto l'envoie dans le poteau avant de monter sur la troisième corde mais Sawai la repousse et envoie un magnifique missile dropkick depuis la deuxième corde sur Akira Hokuto. Sawai remonte sur la troisième corde, va retenter son splash, mais
Okuto lève les pieds pour contrer, va se projeter, mais Sawai va d'une manière bien violente, bien comme on aime, la renvoyer au sol, mais ne parvient toujours pas à remporter le match. Sawai monte sur la deuxième corde, tente un back body drop, mais Okuto esquive. Okuto va envoyer une German suplex suivie d'une deuxième, monte sur la troisième corde, va envoyer un missile dropkick pour le compte de 2. Sawai va contrer Okuto qui partait pour une suplex et va bloquer Okuto dans sa soumission, tenter une Thunderfire Powerbomb, mais Okuto s'en dégage et envoyer une magnifique suplex suivie d'une terrible Northern Light Bomb pour le compte de 2. Okuto va relever Sawai, va tenter sa Dangerous Queen Bomb, mais Sawai va contrer avec un tombé, mais Okuto se dégage et place sa Dangerous Queen Bomb. 1, 2 et 3. Pour le coup, j'ai trouvé les matchs assez intéressants quand même. Okuto, son ceiling, on connaît, elle est trop forte pour rendre crédible son adversaire, pour bien vendre les coups. Sawai, elle a dominé quasi tout le match. Voilà, c'est la heal, on s'y attendait un peu. Surtout quand on voit la plupart des matchs d'Akira Okuto. Mais bon, c'était assez court le match. Il dure même pas 15 minutes. Je crois qu'il dure 11 minutes tout juste. Donc voilà, ce sera pas le meilleur match du tournoi. Ce sera pas le pire pour le coup. C'était un match assez sympa. Il n'y a rien de particulier à signaler pour le coup. Rien d'exceptionnel. Mais rien de non plus naze. C'est un scénario assez simple où du coup la heal, comme dit, elle domine. Enfin, pendant le match, personne parie sur Okuto, mais on sait tous qu'elle va réussir à revenir. C'est ce qui se passe. Donc voilà, Akira Okuto, comme je l'ai dit, le ceiling c'est trop fort. Et elle va parvenir du coup à sortir Eagle Sawai du tournoi et se qualifier pour les demi-finales. Et nous, on va pouvoir passer au prochain match. Le troisième match et le troisième round de la soirée est le match entre Aja Kong et Manami Toyota. Là, on parle juste de la plus grande rivalité du catch féminin de toute l'histoire. Et il y en a qui la mettent comme la meilleure rivalité de l'histoire du catch tout court. Ce que je peux entendre, moi c'est sûr que pour moi c'est la meilleure et la plus grande de l'histoire du catch féminin. De l'histoire du catch tout court, il y a pas mal de contenders quand même. Mais en tout cas, elle est sûre. Si elle est pas top 1, elle est top 2. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Si elle est pas top 1, elle est top 2. Donc voilà, mais c'est deux des plus grandes de tous les temps. Mais avant de parler du match au Big Egg dans le tournoi, faut un peu poser de contexte. En fait, faut savoir que Aja Kong et Manami Toyota, c'est pas du tout la première fois qu'elles se rencontrent ce soir-là. Elles ont une histoire assez longue, assez dense, construite sur plusieurs années. D'abord en tant que partenaire, mais surtout en tant que rival. En fait, en mars 1992, Manami Toyota et sa partenaire du coup, Toshio Yamada, remportent les titres WWA par équipe en battant du coup le duo Jungle Jack composé de Bison Kimura et Aja Kong, et c'est la première grande confrontation directe entre Manami Toyota et Aja Kong, et c'est Toyota qui va la gagner, sauf qu'à l'époque, Aja Kong, elle est en pleine ascension vers le titre solo et Toyota est encore loin d'être la star qu'elle deviendra un peu plus tard. En fait, Aja Kong, elle commence en 86 et son rôle dès le départ, c'est celui de la heal qui brutalise littéralement tous ses adversaires. Elle développe du coup une longue feud avec Manami Toyota à travers les années et c'est ça qui va un peu définir toute sa carrière. Mais au moment du Big Egg, la situation entre les deux, elle est hyper claire. Aja Kong est championne, Toyota a jamais réussi à décrocher le titre. C'est clairement la challenger perpétuelle. C'est la femme qui produit littéralement les meilleurs matchs, les show stealers, les plus grands matchs de l'histoire, mais qui perd un peu, comme je l'avais dit, au moment qui compte le plus. La feud, c'est littéralement du David contre Goliath, comme on en fait rarement. D'un côté, on a Aja Kong, littéralement la heal, la force brute qui terrorise tous ses adversaires. Et de l'autre côté, on a Manami Toyota, la face, la combattante de feu qui refuse de mourir. Et c'est exactement cette dynamique qui rend leur quart de finale du Big Egg tellement chargé émotionnellement avant même que la cloche sonne. Et le fait que le tournoi place Aja Kong et Manami Toyota dans le même quart de finale dans le premier round, c'est juste dingue je trouve, et c'est parfaitement écrit. C'est une finale avant l'heure, c'est un contexte où tout le monde sait que Toyota n'a jamais battu Kong en solo quand ça compte vraiment, et là c'est l'opportunité. Si Toyota gagne ici au Tokyo Dome devant 40 000 personnes, c'est une des plus grandes victoires de l'histoire du catch féminin, mais si elle perd, c'est encore une défaite cruelle dans une série qui est déjà longue. Manami Toyota fait son entrée, Aja Kong fait son entrée, la cloche sonne et directement Manami Toyota envoie un running dropkick sur Aja Kong. Aja Kong envoie un Irish Whip, mais Toyota va parvenir à renverser avec un Manami Roll. Toyota monte sur la troisième corde à une vitesse comme on n'en a jamais vu. Aja Kong essaye par tous les moyens de la contrer, mais Toyota va envoyer un Diving Rolling Powerbomb pour un compte de 2. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça fait même pas 30 secondes de match, elles ont déjà envoyé tout ça.
Imaginez juste l'intensité. Il y a tout eu. Il y a tout eu. Il y a eu un missile dropkick, enfin un running dropkick. Il y a un Irish whip, Toyota qui envoie un Manami roll. Il y a Toyota qui monte sur la corde, mais à une vitesse on n'a jamais vu. Le diving rolling powerbomb en même pas 30 secondes. Je sais pas si on se rend compte du truc, mais c'est juste lunaire. Là, la première partie de match qu'ils envoient, c'est juste lunaire. Manami Toyota monte sur la troisième corde et tente de sauter sur Aja Kong, mais Kong la rattrape et lui envoie une souplex pour le compte de 2. Envoie Manami Toyota dans le coin, envoie une violente clothesline et des coups de pied tout aussi puissants dans le dos. Et Aja Kong enchaîne avec un coup d'épaule et plaque Manami Toyota au sol. Mais Manami Toyota kick out à 2 en faisant le pont. Regardez juste comment elle est kick out. Faut savoir que Manami Toyota fait 55 kg et Aja Kong en fait le double. Est-ce qu'on réalise là ce qu'on vient de voir? Mais bref, Boston Crab de Aja Kong sur Manami Toyota qui souffre. Kong envoie un camel clutch et regardez juste la position de Manami Toyota. Regardez juste à quel point c'est terrifiant. Regardez l'inclinaison. C'est horrible à voir. Bref, Aja Kong continue de s'acharner sur Manami Toyota. Et Aja Kong va envoyer une souplex sur Toyota pour le compte de 2. Backbreaker d'Aja Kong qui envoie Toyota dans les cordes sur les genoux de Kong, puis enchaîne avec une prise de soumission. Et elle projette ensuite Manami Toyota dans le coin, puis envoie une verticale souplex. Aja Kong s'acharne sur Toyota, la projette dans les cordes, et Manami Toyota saute sur la troisième corde pour envoyer un magnifique crossbody. Elle est juste trop forte. Toyota monte sur la troisième corde et s'élance, mais Aja Kong la contre et Aja Kong envoie un terrible pile driver. Regardez-moi juste le pile driver. Bref, Manami Toyota va contrer Aja Kong avec un dropkick et va envoyer des coups de pied sur Aja Kong qui ne sent rien, alors c'est elle qui va en envoyer et totalement maîtriser Toyota. Souplex d'Aja Kong depuis la troisième corde sur Manami Toyota pour le compte de 2 et Aja Kong la bloque à nouveau dans son Boston Crab, mais Toyota attrape les cordes. Aja Kong porte Toyota sur ses épaules et l'envoie dans le coin et Aja Kong enchaîne avec un body splash en pleine course, ce qui va totalement écraser Manami Toyota, mais Aja Kong sort du ring avec son adversaire, la porte sur ses épaules et l'écrase totalement sur la... Regardez à quel point Toyota chute sur la rampe, c'est terrifiant, je trouve ça terrifiant. Bref, de retour sur le ring, Aja Kong envoie un terrible pile driver suivi d'un autre, mais Manami Toyota se dégage. Aja Kong place une souplex sur Manami Toyota avant d'envoyer un slam, puis monter sur le coin du ring, mais Toyota la repousse d'un coup de pied, l'envoyant à l'extérieur du ring. Et là, Manami Toyota va atterrir sur la troisième corde et effectuer un diving plancha sur Aja Kong, suivi d'un missile dropkick en plein visage de cette dernière, sous une foule totalement en délire. Le match est juste exceptionnel, j'en perds mes mots. Manami Toyota sort une table, pose Aja Kong dessus et envoie un terrible splash, mais si vous le saviez pas, les tables au Japon, elles sont juste incassables, alors cette dernière, elle ne se brise pas. Manami Toyota remonte Aja Kong sur le ring, envoie un moonsault pour le compte de 2. Manami Toyota tente une German suplex, mais Aja Kong la bloque et essaye son huracan, mais Toyota le bloque à nouveau et place un Japanese Ocean suplex pour le compte de 2. Aja Kong contre Manami Toyota et place une German suplex. Aja Kong projette Manami Toyota qui, elle, retente son Manami roll, mais est contrée par une monstrueuse powerbomb pour le compte de 2. Le match, c'est sincèrement du jamais vu. Dive de Aja Kong pour le compte de 2, mais Toyota se dégage encore. Kong remonte sur le coin du ring, mais Toyota la rattrape et la roue de coups de poing. Les deux sont sur le coin du ring. Et là, Manami Toyota va envoyer un monstrueux Victory Star Drop. On dirait qu'Aja Kong vient de mourir, mais elle kick out à 2. C'est juste du grand n'importe quoi le match. Toyota tente un Japanese Ocean Suplex, mais Kong se dégage. Toyota tente un autre moonsault, mais Kong lève les genoux. Aja Kong se relève et tente de hisser Toyota sur la troisième corde, mais Manami Toyota bloque la prise et lui envoie un missile dropkick à l'arrière de la tête pour un nouveau compte de 2. Toyota tente un autre rolling powerbomb du haut de la troisième corde, mais Aja Kong s'assied sur elle pour un compte de 2. Toyota bloque un back suplex et Aja Kong lui assène un huracan brutal au visage. C'est sincèrement choquant la brutalité, mais elle n'arrive pas à en profiter parce qu'elle est tout simplement épuisée. À bout de force, Aja Kong soulève Manami Toyota et lui envoie son Falcon Arrow. 1, 2 et 3. J'ai même pas les mots. Honnêtement, c'est juste l'un des plus grands matchs de l'histoire. Il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres mots à employer. C'est juste l'un des meilleurs et plus grands matchs de catch qui m'ait été permis de voir. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'on se fout de nos gueules. Je pense que c'est pas possible d'envoyer ça. Honnêtement, c'est pas possible d'envoyer ça. Je vous jure que c'est pas possible. C'est humainement Manami Toyota, c'est une anomalie. C'est impossible de faire ce qu'elle fait. Je trouve ça... Pour moi, c'est la meilleure de l'histoire. Moi, je vous le dis. Alors, hommes-femmes confondus, comme je vous ai dit, il y a des contenders. Mais alors, catch féminin, là, il n'y a pas de débat. Enfin, il y a débat, mais alors, Manami Toyota, il n'y a aucune lutteuse qui m'a choqué comme ça.
aucune lutteuse qui m'a choqué comme ça. Et le match qu'elle pond. Et le match qu'elle nous envoie. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on se fout de nos gueules. Voilà, je pense qu'on se fout de nos gueules. C'est pas possible pour une humaine de sortir ça. C'est pas possible. Bref, allez voir le match, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est 17 minutes d'un classique de la lutte. Vous avez jamais vu ça de vos vies. Je vous jure, là vous dites sûrement, ouais, il me l'a expliqué. Ouais, ça doit être sympa, ça doit être un bon match. Bon, peut-être qu'il abuse là sur les explications, c'est peut-être pas si bien que ça. Allez voir le match. Juste allez voir le match, le lien est en description. Allez voir le match. Vous allez être choqués. Aja Kong sort Manami Toyota du tournoi. Manami Toyota, encore une défaite hyper importante à un moment crucial contre Aja Kong. Mais bon, elle a littéralement brillé. On sait, l'histoire nous donnera raison que ça va devenir une star, ça va devenir la meilleure lutteuse de tous les temps. Et ça va devenir une femme, une lutteuse à succès. Et c'est entièrement mérité. Et les fleurs aussi pour Aja Kong, qui est aussi l'une des plus grandes de l'histoire. C'est sensationnel à quel point elle permet de faire briller ses adversaires. C'est pour moi la meilleure heal de tous les temps. C'est trop fort. Aja Kong, Manami Toyota, branchez-vous sur tous les matchs, c'est juste exceptionnel. C'est tout ce que j'ai à dire. On n'en fera jamais assez sur la rivalité. On n'en fera jamais assez sur les lutteuses. On n'en fera jamais assez sur les matchs. C'est tout simplement exceptionnel. Et nous, on va pouvoir passer au prochain match du tournoi. Et courage aux deux lutteuses qui vont passer après ça. Si vous avez bien suivi la vidéo, que ce soit au début ou sur l'avancée de cette dernière, vous savez que c'est le dernier match des premiers rounds de ce tournoi. Et les deux dernières lutteuses en liste sont Kyoko Inoue et Dynamite Kenzai. Et ce qui est trop bien et trop intéressant, je trouve, avec leur histoire entre les deux, c'est que ça repose sur l'ère interpromotionnelle. Et le 31 juillet 1993, lors d'un show JWP au Thunder Queen Battle, c'est le nom du show, en fait, il y a un 8-Woman Iron Woman qui est organisé entre une équipe All Japan Women's, donc Aja Kong, Kyoko Inoue, Takako Inoue, pardon, et Saki Hasegawa, contre l'équipe JWP, du coup Kanzai, Ozaki, Suzuki et Fukuoka. Et au terme de 60 minutes, c'est l'équipe JWP qui parviennent à renverser en 10 minutes la tendance. Il y avait 2-1 à la 50e minute et 3-2 pour l'équipe de JWP, pardon. C'est incroyable parce qu'en plus c'était littéralement un show JWP, la foule était entièrement pour l'équipe locale et ce match il est considéré comme le meilleur Ironman de l'histoire du catch, toute catégorie confondue, pardon. Et Kyoko Inoue, elle y livre l'une des plus grandes perfs de sa carrière. Elle se blesse pendant le match, elle finit couverte de sang, elle continue. C'est trop fort, Fighting Spirit à fond, trop fort. Et comme dit, c'est dans toute cette ère interpromotionnelle que les deux vont se retrouver. Je pense à Legacy of Queens en août 93, au Budokan, pardon, où du coup, tout ce show est construit sur l'ère interpromotionnelle. Kyoko Inoue, elle affronte Kandori de la LLPW. Et Kanzai, elle affronte Aja Kong dans le main event pour le titre WWE. Et lors d'un show en 94, lors d'un show JWP où la JW envoie ses stars en territoire un peu ennemi, Kyoko Inoue affronte Candy Okutsu. Et dans le main event, il y a encore un Kanzai Aja Kong pour le titre. Et la dynamique est toujours la même. Kyoko est assez grande pour dominer les mid-carders de la JWP. Mais quand il s'agit du vrai test, affronter Kanzai elle-même en solo, c'est pas encore le moment, et c'est ça jusqu'au Big Egg. Et au moment du quart de finale, Kanzai a passé toute l'année 93 et 94 à écraser les stars de l'All Japan en solo. C'est la challengeuse la plus crédible que le tournoi peut produire contre une lutteuse d'All Japan, et Kyoko, elle entre avec sa popularité, son explosivité, mais avec un profil de celle qui perd face aux vraies têtes d'affiche. Et ce match, ça va être exactement ça, une vraie tête d'affiche d'une autre promotion qui lui barre la route dès le premier tour. Les deux font leur entrée, les deux se serrent la main et le match peut commencer. Kanzai envoie directement un coup de pied, Inoue répond en la frappant au torse, et ce plusieurs fois, mais Inoue va envoyer des coups d'avant-bras, mais Kanzai va la projeter et l'amener au sol avant de l'envoyer à l'extérieur du ring. Kanzai tente d'attaquer Inoue, mais cette dernière va sauter sur les cordes et envoyer un open flying elbow sur Kanzai à l'extérieur du ring, sous une belle réaction de la foule. Giant swing d'Inoue sur Kanzai sur la rampe d'entrée, et Inoue renvoie Kanzai sur le ring, va tenter une souplex, mais Kanzai bloque et envoie un sidekick sur Inoue au centre du ring. Headlock de Kanzai sur Inoue, et Kanzai va bloquer Inoue dans les cordes et envoyer des monstrueux coups de pied. Franchement, c'est complètement dingue les coups de pied qu'elle envoie, suivi d'une souplex et d'un elbow drop pour le compte de 2. Kanzai va à nouveau bloquer Inoue dans un headlock et dans d'autres prises de soumission pour dominer Inoue.
pendant de longues minutes, mais Inoue parvient à attraper les cordes. Kansai va s'acharner à coups de pied sur Inoue qui est encore au sol, mais cette dernière va revenir avec une gifle et va envoyer Kansai au sol, mais Kansai va revenir et envoyer Inoue au sol. Kansai va travailler le bras d'Inoue pendant quelques temps, Inoue place son pied sur la corde pour casser la prise, Kansai va projeter Inoue dans les cordes, mais cette dernière va renvoyer un Open Flying Elbow sur Kansai sur le ring, avant d'envoyer un Romero Special sur Kansai, avant de la rebloquer dans une terrifiante prise de soumission. Mais Kansai va revenir avec un sharpshooter sur Inoue au centre du ring, la rebloquer dans une prise de soumission également, mais Inoue attrape les cordes. Kansai va projeter Inoue dans le coin et va lui envoyer une clothesline une deuxième fois, mais Inoue va esquiver, mais Kansai va la projeter au sol pour le compte de 2. Kansai va tenter de projeter Inoue, mais cette dernière va contrer avec une lariat, suivie d'une suplex et d'un magnifique flying elbow depuis la troisième corde sur Kansai pour le compte de 2. Inoue va chercher une powerbomb, mais Kansai la traîne dans le coin, envoie des monstrueux kicks, les deux se retrouvent à l'extérieur du ring, et Inoue va envoyer Kansai dans les barrières, mais cette dernière revient avec une lariat. Les deux remontent sur le ring, mais Inoue monte sur la troisième corde et envoie un dropkick pour le compte de 2. Inoue cherche son Niagara Driver, mais Kansai se dégage et envoie des monstrueux high kicks, cherche un derrière de Kansai, mais Inoue la repousse dans le coin, mais Kansai revient avec un high kick et une lariat. Derrière Kansai au centre du ring, mais Inoue kick out sous une belle pop, alors Kansai va monter Inoue sur le coin du ring, tenter un derrière Kansai, mais Inoue va revenir avec des coups de coude et un flying elbow pour le compte de 2. Tentative de tomber d'Inoue sur Kansai, mais elle kick out, souplex de Kansai pour le compte de 2. Kansai monte sur la troisième corde, mais Inoue la rattrape et envoie un magnifique avalanche belly to belly suplex. Ça allait extrêmement vite, c'était trop kiffant et Inoue va porter Kansai sur ses épaules, mais s'écroule de fatigue. Niagara Driver d'Inoue sur Kansai, 1, 2 et non, kick out à 2. Spider Nest STF d'Inoue sur Kansai au centre du ring, mais cette dernière attrape les cordes. Inoue tente un Niagara Driver, mais Kansai se dégage et va faire chuter Inoue. Envoyer un monstrueux coup d'avant-bras, mais Inoue va de nulle part revenir avec une magnifique lariat. Monte sur la troisième corde, mais Kansai la rattrape et lui envoie un terrible die-hard Kansai depuis la troisième corde. 1, 2 et 3. Le match était honnêtement hyper kiffant à regarder, c'était très technique, c'était très brutal, un peu un mix des deux que j'ai adoré pendant le match. Le match a totalement rempli son rôle, franchement, le premier round de ce tournoi est exceptionnel, on verra que le tournoi est exceptionnel globalement, mais celui-là, je trouve que le match très très sous-coté, on parle bien, après dans ce tournoi, on parle principalement du Ajakong contre Manami Toyota, mais il y a des vrais matchs très solides comme celui-là entre Inoue et Kansai qui méritent d'être vus. Et franchement, le match je le trouve trop bien à regarder, trop bien à suivre. Et voilà, Kansai sort Inoue du tournoi et on va pouvoir passer aux demi-finales. Et la première demi-finale oppose Akira Hokuto et Komba Toyoda. Alors les deux n'ont pas de vraie rivalité personnelle construite sur des années, mais elles se sont déjà croisées dans un contexte qui dit tout sur vraiment leur rapport de force respectif. En gros, le 19 septembre 92, lors du 3e anniversaire de la FMW, à la Yokohama Arena devant plus de 30 000 personnes, Komba Toyoda et Megumi Kudo lance un défi officiel à l'All Japan Women's. La réponse de l'All Japan est claire, elle envoie Bull Nakano et Akira Hokuto, ses deux meilleurs. Voilà, c'est le tout premier match interpromotionnel de l'histoire du Joshi, et ce match est totalement fondateur pour une raison précise, puisque Toyoda et Kudo représentent la FMW sur son propre terrain, devant sa propre foule, dans le plus grand show de leur promotion. C'est leur moment, et pourtant l'All Japan est venu tout écraser. Nakano et Hokuto traitent ce match comme littéralement une démonstration de supériorité. Toyoda tient bon physiquement, encaisse les coups de Nakano, ça répond avec les lariats, le match est trop bien, ça refuse de s'effondrer facilement, mais le résultat ne fait jamais vraiment doute. Nakano finit Kudo avec son leg drop depuis le sommet des cordes et l'All Japan repart victorieuse, et le message est envoyé: Hokuto bat Toyoda, ou plutôt la JW bat la FMW, et Toyoda incarne vraiment la résistance, Hokuto incarne la domination, et c'est leur première interaction directe, elle se conclut par une défaite de Toyoda. À partir de là, les deux femmes ne vont plus se recroiser, à part ils sont dans les mêmes shows pour le 4e anniversaire de la FMW en 93, et elles sont aussi dans le même show lors du Dream Slam 2, mais au moment du tournoi, la hiérarchie entre les deux, elle est établie depuis presque 2 ans.
Okuto a battu Toyoda et son équipe lors de leur première rencontre interpromotionnelle et Toyoda a montré depuis qu'elle pouvait battre des stars All Japan en équipe mais jamais Okuto en solo. Okuto arrive en demi-finale après avoir éliminé Sawai tandis que Toyoda arrive après avoir éliminé Ota. Les deux ont un match dans les jambes mais surtout Okuto a sa promesse de retraite donc on peut directement arriver pour la première demi-finale. Akira Okuto contre Combat Toyoda. La cloche sonne et Toyoda attaque directement Okuto avec un coup d'avant-bras. Okuto répond avec une gifle. Les deux s'en échangent, mais Okuto envoie Toyoda au sol avec un sidekick et va sortir Toyoda du ring. Okuto va monter sur la troisième corde et envoyer une swanton sur Toyoda à l'extérieur et va tenter d'attaquer directement Toyoda lorsque cette dernière remonte sur le ring, mais va se faire contrer par une monstrueuse souplex, suivie de coups de pied monstrueux et de dropkick de la part de Toyoda. Toyoda va amener Okuto sur le coin du ring, mais Okuto va contrer avec une powerbomb depuis la troisième corde pour le compte de 2. Souplex de la part d'Okuto, va en chercher une deuxième, mais Toyoda l'attrape et l'envoie en dehors du ring, et cette dernière va chercher une table à l'extérieur, remonter sur le ring avec, envoyer une powerbomb sur Okuto. Alors là, va falloir m'expliquer pourquoi elle n'envoie pas la powerbomb sur la table. Mais bon, bref, Okuto parvient quand même à se dégager à 2. Toyoda place Okuto sur la table, monte sur la troisième corde, part pour un splash, mais Okuto esquive et Toyoda s'écrase sur la table. Elle s'écrase, pour moi, elle se blesse dessus. D'ancienne light bomb d'Akira Okuto sur Toyoda. 1, 2 et 3. Après 5 minutes de match, Akira Okuto bat Combat Toyoda et la sort du tournoi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce match pour sa courte durée. En plus c'est dommage parce que ça se finit quand ça pouvait step up. Mais faut pas oublier que sur la carte totale du show, il y a 23 matchs. Là, à mon avis, on doit être au 18-19e, un truc comme ça. Les gars, la foule, elle est épuisée. Faut pas oublier qu'il y a une deuxième demi-finale qui arrive. Il y a un match pour le titre WWF et il y a une finale du tournoi qui arrive. La foule est épuisée et moi, je peux comprendre ce match de 5 minutes pour le coup, même si ça paraît étrange dans le ressenti forcément. Mais il faut se mettre dans le contexte que, ouais, t'as 23 matchs sur une carte. Je sais pas si on se rend compte. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le show le plus long. Ça, faudrait que j'aille vérifier. De toute façon, quand je fais mes vidéos, en général, je vérifie pas grand-chose. J'évoque ce que je sais. Donc, il me semble que c'est quand même peut-être le show le plus long. Après, il y a les Dream Slam qui sont bien longs. Je sais que Dream Slam 1 dure 5h20, je crois. Donc voilà, le match dure 5 minutes. C'est vrai que c'est bizarre dans le ressenti, mais moi je peux comprendre. Akira Okuto, ça fait quand même le taf. Elle a quand même réussi à proposer quelque chose d'intéressant. Et elle se qualifie en finale du tournoi. Et nous, on va pouvoir passer à la deuxième et dernière demi-finale. Et la deuxième demi-finale, c'est Aja Kong contre Dynamite Kansai. Là, c'est littéralement Ace contre Ace. Une rivalité construite sur 2 ans, c'est pas du tout une rencontre surprise. Et c'est pour ça que le tournoi est trop bien booké. C'est la 3e fois que ces deux femmes se croisent en moins de 2 ans. Et à chaque fois, le résultat a été différent. C'est une série trop bien et une dette à régler. Le premier acte, on est en août 93, Legacy of Queen au Budokan. Aja Kong défend son titre WWE contre Kansai dans ce qui est peut-être le plus grand match solo de toute l'ère interpromotionnelle, champion contre champion. Les deux aces face à face pour la première fois. Kong parvient à retain son titre, donc 1-0 entre les deux. Le deuxième acte, c'est la revanche sur le territoire de Kansai à JWP, chez elle sur son terrain, et Kong perd en territoire ennemi. Il y a donc un partout entre les deux. Il y a entre-temps, du coup, comme je l'ai dit, l'Iron Woman le 31 juillet. Il y a quand même une histoire entre les deux avec ce Huracan en plein visage d'Aja Kong sur Kansai. Et Kansai passe les 10 dernières minutes à vendre un KO progressif d'une façon magistrale. Un selling comme j'en ai jamais vu, en se relevant petit à petit pendant que son équipe se bat sans elle. C'est exceptionnel. Et là, on arrive au Big Egg. Le dernier acte, le 3e acte en solo entre les deux. En demi-finale, une place en finale dans l'un des plus grands tournois de l'histoire. Les deux font leur entrée, la cloche sonne, les deux se cherchent et Aja Kong va directement envoyer un Huracan sur Kansai, mais cette dernière va revenir avec un coup de pied et les deux s'envoient une double clothesline et tombent au sol. Aja Kong va envoyer des coups de pied sur Kansai, l'envoyer dans le coin du ring, mais Kansai va revenir avec un coup de pied et une clothesline, puis envoyer un sharpshooter sur Aja Kong au milieu du ring, lâche la prise et va envoyer des coups de pied hyper violents sur Aja Kong qui tente de se relever, mais Kansai va continuer à traver la jambe et le bras de son adversaire.
Aja Kong va parvenir à revenir avec une souplex, mais Kansai revient vite aussi et continue de travailler les membres d'Aja Kong, qui cette dernière va tenter de revenir avec des coups de pied, mais Kansai qui maîtrise bien son match, parvient toujours à revenir. Pile driver de Kansai sur Aja Kong, mais cette dernière parvient à retourner une prise de soumission et travailler le bras de Kansai et envoyer de monstrueux coups de pied sur son adversaire. Power Slam d'Aja Kong suivi d'un splash pour un compte de 2, et là les rôles s'inversent, maintenant c'est Aja Kong qui domine et Kansai qui subit. Aja Kong va envoyer Kansai dans le coin, la mettre à l'envers, mais Kansai va la contrer, mais Aja Kong aussi, alors que Kansai tentait de sauter du haut des cordes, mais Aja Kong va envoyer une monstrueuse souplex que je banalise beaucoup depuis le début de la vidéo, mais faut voir comment les lutteuses chutent sur les souplexes, je trouve ça beaucoup trop choquant. Aja Kong envoie une deuxième, suivie d'une troisième, monte sur la troisième corde, Kansai tente de la rejoindre, mais Aja Kong la bloque, tente un elbow drop, mais Kansai esquive et envoie un monstrueux coup de pied. Kansai cherche le KO en envoyant beaucoup de coups de pied sur Aja Kong, mais cette dernière se relève. Die Hard Kansai au centre du ring. 1, 2, et non, Aja Kong kick out, et cette dernière contre Kansai avec un terrible huracan, suivi d'un deuxième, et Kansai s'écroule totalement, mais se relève au compte de 9. Souplex de Kansai sur Aja Kong, Kansai monte sur la troisième corde, mais Aja Kong la rejoint et va lui envoyer une terrible souplex depuis la troisième corde pour le compte de 2. Elbow drop d'Aja Kong depuis la troisième corde, compte de 2 encore, elle remonte, envoie un énorme stomp, mais là encore, Kansai kick out à 2, Aja Kong cherche son brainbuster, mais Kansai esquive, envoie des terribles coups de pied à Aja Kong, qui esquive, tente l'huracan, Kansai esquive, mais Aja Kong parvient à en placer 2 de suite, 1, 2, et non, incroyable, Kansai kick out encore, mais alors que cette dernière se relève en étant elle-même choquée, elle est accueillie par un dernier huracan. 1, 2 et 3. Honnêtement, je trouve le match exceptionnel. C'est 10 minutes de juste deux brutes, deux poids lourds qui s'envoient sur la gueule. C'est exceptionnel, il n'y a rien à dire de plus. Allez voir le match. Il remplit parfaitement son rôle, il est pas très long. 12 minutes, 10-12 minutes comme dit. Et c'est juste exceptionnel. Les huracans d'Aja Kong, pitié les gars, pitié. Mais jamais de la vie que j'accepte de prendre ça les gars. C'est honnêtement lunaire ce qu'elle envoie, mais bon, trop fort. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, on peut arriver à la finale de ce tournoi. Et la finale, c'est Akira Hokuto contre Aja Kong. C'est une histoire assez compliquée entre les deux. Des fois, elles sont partenaires, des fois, elles sont adversaires. Au centre de cette histoire, il y a bien sûr le titre que détient Aja Kong, qu'Hokuto n'a jamais tenu. Il y a ce match en octobre 93 lors de WrestleMania où Aja Kong défend contre Akira Hokuto. Hokuto ne parvient pas à battre Aja Kong, mais ce qui est important, c'est en mars 94 à Wrestling Kingdom. En fait, le 27 mars 94, Hokuto choisit Kandori avec qui elle en feud sa plus grande rivale pour affronter Aja Kong et Bull Nakano, les deux plus gros monstres de la JW. Et le storytelling du match est exceptionnel avec Kandori et Akira Hokuto qui n'arrivent pas à, dans un premier temps, travailler ensemble, mais elles savent que pour gagner, elles sont obligées de coopérer et elles savent que la survie, ça passe du coup par l'alliance et le retournement émotionnel, il est exceptionnel dans le match, je vous conseille d'aller le voir franchement. Et la fin du match est exceptionnelle puisque Akira Hokuto pin Aja Kong, elle pin la championne qui est championne depuis 18 mois et ça plante un peu les graines pour le show du Big Egg. Alors bien sûr, au moment du tournoi, on ne sait pas que la finale sera Akira Hokuto Aja Kong, mais ça montre vraiment la magnifique écriture du tournoi, je trouve. Hokuto, on sait qu'elle est sur la fin, elle ralentit par timer depuis 93, les blessures s'accumulent, elle est totalement cassée, il y a même une tournée baptisée Final Countdown juste pour elle et c'est un compte à rebours vers sa retraite. Chaque show, c'est une tournée qui est présentée comme le dernier de cette légende. Mais dans un autre sens, Hokuto a jamais remporté le titre et elle annonce publiquement qu'elle prendra sa retraite lors du show à moins qu'elle gagne. Donc voilà, et Aja Kong, la situation, elle est différente. Elle arrive en finale, elle est championne, c'est totalement l'ace de la JW. Et c'est ça qui est hypant, c'est ça qui nous hype pour la finale. Et on va sans plus tarder pouvoir aller au Tokyo Dome dans le main event. Aja Kong contre Akira Hokuto, finale du V-Top Tournament.
Les deux font leur entrée depuis une plateforme surélevée, on se rend compte de l'importance du match. Okuto arrive avec un style tellement dingue, franchement j'adore Akira Okuto personnellement. Poignée de main entre les deux, la cloche sonne, Aja Kong se dégage en s'appuyant sur les cordes, Aja Kong domine Okuto avec une clé de bras, mais Okuto enchaîne rapidement avec une Tiger Suplex, pin kick d'Okuto, mais Aja Kong lui attrape la jambe et lui inflige un backdrop suplex et Kong poursuit avec une lariat dans le coin et un scoop slam pour le compte de 2. Deep Shin Lock d'Aja Kong, double chokeslift slam suivi d'un elbow drop pour le compte de 2. Kong projette violemment Okuto sur la troisième corde, la gorge la première, mais Okuto contre la tentative de suplex avec une clé de bras, enchaîne avec un crossface, mais Aja Kong se dégage et la projette au sol. Okuto s'attaque à la jambe de Kong, mais cette dernière la repousse et les deux femmes s'échangent des gifles. Kong remporte cet échange et place un piledriver pour un compte de 2. Aja Kong bloque Toyota dans un half crab suivi d'un STF et va continuer de dominer Okuto pendant quelques temps et va sous un excès de confiance envoyer un dive sur Okuto mais rate totalement cette dernière qui en profite pour envoyer un morceau de plancha depuis la troisième corde. Aja Kong hurle de douleur alors que les officiels lui appliquent du spray et lui strappent le genou, mais sa blessure se fait clairement ressentir puisqu'elle galère à passer correctement sous la corde inférieure du ring. Okuto lui envoie un terrible coup de pied sur le genou blessé d'Aja Kong et la bloque dans un heel hook sous une Aja Kong qui souffre et Okuto va continuer de dominer cette dernière qui fait carrément de la peine tellement elle a l'air de souffrir à mort en même temps. Vu comment elle s'est tué le genou quelques temps avant, Okuto lâche la prise et envoie 2 Northern Light suplex, mais Aja Kong kick out, c'est juste complètement dingue. Aja Kong parvient à revenir avec un Huracan, Aja Kong se motive en se frappant la jambe et cette dernière loupe un diving headbutt et aggrave sa blessure au genou, mais ordonne à l'arbitre de ne pas arrêter le combat, mais Okuto envoie un witchcraft sur Aja Kong, envoie un dropkick suivi d'un deuxième, mais sur celui-là, Aja Kong la contre, et cette dernière tente une superplex, mais Okuto la contre avec un chokeslam, envoie une Northern Light pour le compte de 2, suivi d'un heel hook, mais Aja Kong attrape les cordes. Long face-off entre les deux, Akira Okuto esquive un Huracan, envoie un backdrop, mais Aja Kong attrape les cordes, mais Akira Okuto va envoyer une Northern Light suplex suivie d'une deuxième et d'une troisième. 1, 2 et 3. Ça y est, Okuto l'a fait, la caméra zoom sur elle, sauf que elle, elle a un peu le goût amer, hein, à cause de la blessure, d'Aja Kong, elle a un peu le visage impassible, mais bon, Aja Kong rampe jusqu'à elle et lui tend sa ceinture, qu'Akira Okuto refuse, mais en récompense de sa victoire, elle va avoir un trophée, une ceinture spéciale et bien sûr le chèque de 15 millions de yens. Et Akira Okuto va prendre le micro, va vanter les mérites d'Aja Kong. Aja Kong, elle qui est en larmes, et bien sûr Okuto est aussi en larmes parce qu'elle sait que si elle avait pris une seule défaite ce soir, elle aurait pris sa retraite. Et il faut savoir que le show dure 10 heures et elle reçoit quand même une standing ovation. C'est juste l'un des plus grands moments de l'histoire de la lutte. C'est l'un des plus grands moments de l'histoire du catch tout court. Et Akira Okuto ne prend pas sa retraite, elle la prendra bien plus tard, une dizaine d'années après. Et elle clôture cette soirée légendaire, un show 100% féminin au Tokyo Dome, au terme d'un tournoi exceptionnel. Et bien sûr, j'ai pas parlé du Aja Kong contre Akira Okuto, mais Aja Kong, juste mes respects. De toute façon, la lutteuse, on sait que c'est l'une des plus grandes de tous les temps, mais alors catcher et tenir comme elle a tenu alors qu'elle s'est flingué le genou, ça mérite juste toutes les éloges et tous les respects du monde. Le match était hyper intéressant, le match était trop bien, je l'ai trouvé, j'ai ressenti toute l'intensité personnellement, c'était trop bien. Et voici comment se clôture le tournoi V-Top Tournament qui a été gagné par Akira Okuto. Et voilà comment se conclut du coup le V-Top Tournament, l'un des plus grands et importants tournois de l'histoire. Déjà de par son contexte avec la promesse d'Akira Okuto, le fait que ce soit interpromotionnel, ça rend le tournoi encore plus intense, encore plus hypant, et on a envie de voir tout ce contexte autour de cette guerre interpromotionnelle. Bien sûr, cette guerre qui est amenée, je la trouve tellement bien écrite, comme je vous l'ai expliqué sur les shows, comme je vous l'ai expliqué dans toute la vidéo, je trouve ça exceptionnel. Il y a la qualité des combats, il n'y a pas un match nul, il n'y a pas un match où tu te dis, moi je passe un mauvais moment devant. Non, même le match de 5 minutes, il est trop bien. Bref, c'est incroyable. Et bien sûr, tu as le contexte du Tokyo Dome.
t'es devant 32 500 ou 40 000, on sait pas. Et même, t'es au Tokyo Dome, même que ce soit 32 500 ou 40 000 personnes, c'est exceptionnel, c'est énorme. En 94 pour un show 100% féminin, je trouve ça juste exceptionnel personnellement. Donc voilà pourquoi le V-Top Tournament est l'un des plus grands et importants tournois de l'histoire. Moi, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. C'est peut-être la vidéo où j'ai pris le plus de plaisir à la faire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ce tournoi. Et j'espère que ça vous a donné envie que je fasse à l'avenir plus de vidéos sur le Joshi. J'ai adoré les deux vidéos sur le Joshi, donc la vidéo sur Yoshirai et la vidéo là sur le V-Top. C'est les deux vidéos où j'ai pris le plus de plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller me follow sur tous mes réseaux, donc Twitter, Twitch, TikTok, YouTube, partout vous pouvez me trouver, allez me suivre. Et voilà, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.